Il va nous livrer un témoignage, Hicham Mansouri, un journaliste, pour nous expliquer ce qu'il a vécu comme répression. Donc, je vous passe pour moi, l'état des lieux, c'est ça. On a quitté plus ou moins nos pays pour discuter de la réalité de nos pays dans un autre pays. Donc pour moi, c'est ça l'état des lieux. On ne peut plus avoir un débat ouvert, un débat libre au Maroc. Vous connaissez plus ou moins notre affaire. J'ai travaillé pour l'association marocaine pour les journalistes d'investigation et j'ai collaboré avec l'ONG hollandaise Free Press Unlimited dans le cadre d'un projet de journalisme citoyen qui visait à encourager les jeunes à faire des reportages, des reportages journalistiques avec leur simple outil smartphone. Donc pour l'association marocaine pour le journalisme d'investigation, le projet a commencé en 2009, mais il a été reconnu en 2011, ça veut dire 2 ans. Et il a été reconnu dans une date très révélatrice, c'est le 21 février. Ça veut dire le lendemain des manifestations du printemps arabe, la version marocaine du printemps arabe. Et le long des 2 années, les autorités ont refusé de nous donner un récépissé, même provisoire. Je me rappelais de certains agents qui nous disaient que l'investigation relevait du travail de la police et non pas des journalistes. Et donc, dès qu'on a été reconnu, on a commencé le travail. Bien entendu, on a commencé. Et quand je dis on, je parle de plusieurs personnes qui sont plus formées que moi, comme la journaliste Maria Moukrim, Rachid Tarek et l'historien Mati Mounjib et beaucoup de personnes, dont certains sont parmi nous. Et donc on a commencé naturellement par des formations pour expliquer ce que c'est le genre du journalisme d'investigation, des formations qui ont été encadrées par des enseignants de l'Institut supérieur de l'information et de la communication, des formateurs issus comme la chaîne Al Jazeera, de la Russie. On a été ouvert sur toutes les écoles anglo-saxonnes, francophones et aussi au Maroc. Et puis le deuxième volet sur lequel nous avons continué à travailler, c'est des prix pour récompenser les meilleures productions journalistiques. Donc chaque année, on décernait 4 à 5 prix qui étaient quand même importants. Ça atteignait jusqu'à 20 000 2 000 euros, 3 000 euros, on va parler euros. Voilà. Et un programme de bourse, pour moi, c'est le volet le plus important, à mon avis. C'était le programme de bourse parce que l'idée c'était de financer des projets d'investigation qui touchaient à des sujets qui ont été plus ou moins pas été abordés pour une raison ou d'autre, pour des raisons financières ou aussi pour des raisons de censure ou d'autocensure. Donc pendant de 2011 jusqu'à 2015, on a financé une dizaine d'enquêtes, plus ou moins bonnes en termes de qualité. Je peux citer brièvement les meilleures, comme une enquête de Samil Moudnik, qui travaillait pour le journal Al-Massa, si je me rappelle bien, au Akhbar Lyon, parce qu'il a fait pas mal de transit. Donc, il avait enquêté sur l'assassinat de Omar Benjeloul, en enquêtant précisément sur Nu'mani. Donc Nu'mani, alors il avait pu, avec un document exclusif, je ne veux pas dire prouver, mais nuancer et voir qu'il y a quand même des doutes sur l'implication des services marocains dans cette affaire et aussi en facilitant l'évasion de Nu'mani. Deuxième exemple, c'est une enquête réalisée par Moulay Idriss El-Moudden du journal Al-Massa sur les mines du roi, les mines royales, mais en se penchant non pas sur les aspects financiers, est-ce que le roi a le droit d'investir ou non, etc., mais sur un aspect très particulier, c'est les dégâts sur la santé publique, notamment à Aïmidar, Tinrir, des citoyens. Alors l'enquête, le point fort à mon avis de cette enquête, c'est que le journaliste avait fait appel à un laboratoire pour faire des analyses de certains échantillons de l'air, de la terre et de l'eau, pour chercher certains matériaux, leur pourcentage dans ces échantillons et voir est-ce qu'il y a une corrélation avec les maladies dont souffraient les personnes. Et bien sûr, la surprise, c'est qu'il y avait une corrélation. Et le seul bémol, si on peut l'appeler ainsi, c'est que tous les universitaires au Maroc
tous les universitaires que le journaliste avait contactés ont refusé de commenter les résultats. Dès qu'ils savaient qu'il s'agit des mines royales, ils ont refusé. Donc c'est le journaliste lui-même qui avait essayé, grâce à des recherches sur Internet, de commenter ces résultats. Je passe un peu parler sur la répression, puisque mon collègue Saïd a parlé d'une justice instrumentalisée. Moi je dis que, et ça reste une opinion modeste parmi nous, des personnes qui ont passé toute leur vie pour militer et tout, donc je suis dans une approche d'échange. Je pense qu'on a passé le stade d'une justice instrumentalisée. On est plutôt dans un corps malade, puisqu'on est arrivé au stade que ce corps est en train de rejeter, de révoquer des personnes qui lui appartiennent, dans Mohamed Lehini, Ja'far Hassoun, le juge de Lyon. Donc vraiment, on a atteint un stade où cette justice est en train de s'attaquer en elle-même. C'est un peu comme une maladie qui a atteint un degré très critique. Et moi-même, j'ai été victime de cette justice et j'ai vu vraiment un peu de l'intérieur comment les décisions sont prises ailleurs. Je vous donne un exemple. Alors mon appartement a été surveillé pendant 2 mois parce qu'il y avait des doutes que j'utilisais mon appartement pour soi-disant un local de prostitution, un bordel. Donc pendant plus de 2 mois, le 2 janvier jusqu'au 17 mars. Donc ça c'est dans les documents officiels. Donc ma question, est-ce que toute plainte, ça conduit automatiquement à la surveillance des appartements des personnes, dont bien sûr les locaux de prostitution des gens du Khalij, du pays du Golfe, etc. Deuxième question, est-ce que 1 semaine, 2 semaines, 1 mois n'était pas suffisante pour prouver que mon local était un simple appartement? Alors il y a une chose que je vais vous dire pour la première fois, j'ai pas osé le dire au Maroc, puisque la seule conférence que j'avais tenue c'était le lendemain de ma sortie de prison. Et puis ça aurait été une autre accusation, c'est qu'avant mon arrestation, j'ai reçu pendant 1 semaine une étrangère qui venait faire une consultance pour une ONG internationale. Je ne vais pas citer le nom de la personne ni de l'ONG. Alors chaque matin, c'est elle qui m'a rappelé les faits. Elle m'a dit, tu te rappelles, chaque matin je te disais que je trouvais le même chauffeur de taxi, que j'avais la chance. En fait c'était pour vérifier quelle est la personne, qu'est-ce qu'elle fait, etc. Donc si cette femme était marocaine, s'il ne travaillait pas pour une ONG, ils avaient des échanges email qui prouvent tout ça. Donc on attendait tout simplement, la tactique c'est simple, on scanne les gens, on cherche une faille, si on ne la trouve pas, on la crée. Dès qu'on attendait, même si j'avais pas reçu une femme pendant les 2 mois, on va attendre 3 mois, ou on va attendre que tu amènes, je sais pas, que tu consommes la drogue, que tu consommes l'alcool, que tu viens avec un mineur ou une mineure, je sais pas. Dernier point lequel je veux aborder parce que c'est très important, c'est justement certains médias trop proches du régime qui se sentent qui ont été créés surtout après 2011. Je pense que le régime il a quand même, et c'est la force à mon avis du régime marocain, c'est sa force de s'adapter. Donc je pense qu'il faut qu'on doit tous apprendre un peu de lui, parce que après 2011 je pense qu'il a compris que la force est le noyau du mouvement de 20 février, et Samad qui a été chargé de la communication, je ne sais pas comment on peut l'appeler, mais il a été très actif sur le plan de la communication. Je pense qu'ils ont tiré les leçons que les réseaux sociaux c'est très important, ça peut fédérer, ça peut diriger l'opinion publique, et puis la presse électronique. Alors ils ont maintenant investi sur les 2 volets. Sur les réseaux sociaux on trouve plein de profils, si vous faites attention. Copiez un seul commentaire, essayez de le chercher avec expression exacte sur YouTube ou Facebook, vous allez trouver que ça se répète plusieurs fois et les attaques peuvent cibler des personnes, soit des personnes critiques, des journalistes, des personnes qui s'expriment librement. Et puis dans la presse électronique, des sites, on peut citer plein d'exemples, une dizaine, certains jouissent d'une grande aide financière. Une personne proche du 360, il m'a dit que les prix, les salaires, ça atteint le salaire d'un ministre, et que beaucoup de journalistes qui ont une certaine crédibilité, ils ont accepté de collaborer avec ce site, mais à condition de laisser leur identité anonyme. Donc ne soyez pas surpris si demain ou le lendemain vous découvrez qu'un journaliste que vous respectiez, il travaille pour ce site. Et certains, ils ont même gardé
leur liberté. Ça veut dire pour donner une certaine crédibilité au site, il faut quand même faire certains articles, certains papiers qui respectent la déontologie, etc. L'Ahdath al-Maghribiya, c'est une école dans ce genre de presse. Et il y a quelques jours, on a discuté avec Ghazoui sur France 24. Et j'avais oublié de parler d'un rapport de MENA Media Monitoring. C'est une ONG indépendante qui a fait une étude sur le discours de la haine dans la presse marocaine, sur un échantillon. Et l'Ahdath al-Maghribiya et le journal, ils ont été classés premiers avec 70 ou 66, si je me rappelle très bien, du total des aberrations. Et ça va de la diffamation jusqu'à l'appel au meurtre. Merci Hichem, merci pour ce témoignage. Il faut laisser un petit peu pour Samad.